17 novembre 1978, large des Açores. Le monde de la course au large vient de basculer dans l'irrationnel. On est sans nouvelles de l'un des marins les plus célèbres de l'époque. À bord de son trimaran malade, il a voulu prendre le départ de la première route du Rhum. Il ne reviendra jamais. Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Horizon Voile. Et aujourd'hui je vous raconte l'histoire de la disparition d'Alain Colas. Manu, Manu rêva. Où es-tu, Manu, Manu rêva? Bateau fantôme, quoi qui rêva. Mais il est qui jamais n'arriva. Là-bas, là-bas. Où es-tu, Manu, Manu rêva? Nous sommes le 16 septembre 1943 en France, dans la Nièvre plus exactement. Roger et Fernande Colas donnent naissance à leur troisième enfant, qu'ils ont décidé de prénommer Alain. Homme de lettres, il étudie d'abord la philosophie et l'anglais, puis féru de voyage, part en Australie en 1966 pour enseigner la littérature française entre les murs de St. John's College. Il y découvre la voile, de laquelle il tombe littéralement amoureux, si bien que l'année suivante, il est à bord d'un bateau néo-zélandais au départ de la mythique Sydney Hobart. Le vainqueur, cette année-là, est un Français, son nom, je vous le donne en mille, Éric Tabarly bien évidemment. Les deux hommes sympathisent et alors que la plupart de l'équipage de Penduick 3 repart vers la France, Tabarly propose à Colas d'embarquer sur son bateau vers la Nouvelle-Calédonie. Après cette escapade, durant laquelle il fait connaissance avec le gros temps et des vents de 80 nœuds, il rentre à Paris et prend un an de congé sans solde sur lequel il peaufine avec Tabarly la préparation du trimaran Penduick 4 pour la Transat anglaise de 1968, sur laquelle le trimaran ne fait pas la course espérée. S'ensuit alors une longue collaboration qui débouche en 1970 sur l'achat complet du bateau par Alain Colas. S'ensuit une flopée d'aventures sur ce trimaran rebaptisé Manureva, dont un record du tour du monde à la voile, puis lui vient en tête un projet dingue, construire un 4-mâts. Alain, le prodige de la voile française, veut voir plus grand, plus fort. À l'époque où l'on croit qu'il faut construire toujours plus démesuré pour pouvoir gagner, Colas met en œuvre la construction de Club Méditerranée, un monocoque long de 72 mètres, doté de 4 gréements de 36 mètres et demi chacun. C'est presque ridiculement important pour un bateau censé être manœuvré par une seule personne. Mais en 1976, c'est un drame qui touche le Nivernais. Au retour d'une sortie d'exhibition sur Manureva, et alors qu'il a déjà la tête à son projet fou, le cordage de l'ancre du bateau lui sectionne la cheville et son pied est en grand danger. Alain refuse l'amputation et parvient à garder son pied au prix de 22 interventions chirurgicales. Supervisant la fin de la construction depuis l'hôpital et effectuant les premières navigations du bateau encore convalescent, il est pourtant 2 mois plus tard au départ de la Transat anglaise. Colas et son géant terminent 5e au classement général final, malgré une 2e place sportive. En cause, une pénalité de 58 heures décidée par le comité de course pour une assistance apportée au départ par les équipiers qui ont aidé le skipper à hisser ses voiles. Après avoir présenté son bateau aux touristes et aux autres curieux lors de l'été 1976 pour tenter d'assouvir l'échec cuisant du projet, il reprend en 1977 la barre de son bateau de cœur, le trimaran Manureva, alors endetté jusqu'au cou. Et une course attire particulièrement son attention. Une toute nouvelle épreuve reliant la Bretagne et les Antilles, hommage y est fait à la Guadeloupe, terre d'arrivée de cette première édition. La course s'appellera Route du Rhum.
L'objectif d'Alain Colas est clair, être le premier à parcourir les 3542 000 théoriques de la course. Mais ce qu'il ne veut pas voir, sous ses pieds, c'est que l'oiseau du voyage fatigue. Manureva peine à rester au premier plan devant les nouveaux bateaux, parmi lesquels Olympus Photo, un trimaran bien plus petit, seulement 11 mètres de long contre 20 pour l'ex-Penduick 4, mais skippé de main de maître par le Canadien Mike Birch, l'un des grands rivaux de Colas. C'est parmi de jeunes pousses comme Kersozon, Bruno Perron, Philippe Poupon, Florence Artaud ou encore Yvon Fauconnier que s'élance le Morvandiau flottant. Mais force est de constater qu'en réalité, et ce même avant le départ, Alain Colas file droit vers l'inconnu et le danger. Criblé de dettes, contre-performant, avec une condition physique extrêmement limitée, il n'est toujours pas remis complètement de sa blessure au pied, une situation psychique pour le moins instable et un bateau très ancien qui n'est plus forcément taillé pour la haute mer, il va devoir faire preuve de beaucoup de prudence. Mais pour lui, ce mot n'existe pas. Il n'y a que la gagne qui l'importe, quitte à se mettre dans les positions les plus inconfortables. Et Alain va le payer cher, très cher. Nous sommes le 16 novembre 1978. Tout va étonnamment bien pour Alain Colas. La course se passe bien, il va vite, et plus impressionnant, il est en tête. La légende s'écrit pour le skipper nivernais qui en est au large du Portugal. Enfin, il suppose qu'il est en tête. À ce moment, pas de balise Argos, pas de GPS, mais Colas en est certain, personne ne peut être devant lui. À Jean-Louis Filck, journaliste pour RMC, il déclare « J'ai vraiment retrouvé contact avec Manureva. Maintenant, chaque geste s'enchaîne bien. Le pied se pose au bon endroit. La main, l'épaule, s'appuie là où il faut. Je mène Manureva d'une façon beaucoup plus pondérée, beaucoup plus intériorisée, et je crois que le bateau apprécie. Et je pense qu'en ce moment, on fait de la très bonne route. » Pourtant, le voilà empêtré dans un beau bourbier. Au moment de passer les Açores, Manureva se retrouve à faire face à des creux énormes et soudains qui balayent l'archipel portugais. La troisième tempête en seulement 12 jours de course. Plus tôt, à la sortie du golfe de Gascogne, il livrait pourtant ce message glaçant à sa femme, Théoura, rencontrée à Tahiti. « Je suis dans l'œil du cyclone. Il n'y a plus de ciel, tout est amalgame. Il n'y a que des montagnes d'eau autour de moi. » Mais pourtant, cela ne lui sert pas de leçon. Aux Açores, quand Michel Malinowski et Olivier de Kersozon, respectivement sur critère 5 et critère 4, avancent dans la tempête presque sans voilure, du côté de l'oiseau du voyage, le contraste est saisissant. Alain Colas est tout chousse dans la tempête, à pleine vitesse et surtoilé, dans un geyser d'embrun jusqu'à la mi-mât, écrit Ouest France. Il est pourtant conscient de ce qui se passe. Inconscients, eux, de la situation, dans la nuit, sans possibilité de clairement communiquer, les skippers de la route du Rhum passent la nuit en course, loin, très loin, de se rendre compte de ce qui se joue vraiment. Le lendemain, Colas doit recontacter RMC comme prévu, aux alentours de 16h. Pas de réponse. Bon, on ne s'inquiète pas plus que cela, ça peut arriver. La veille non plus, il n'avait pas été audible. Mais cette fois, pas de contact non plus à 17h, et aucun contact avec la flotte, ni avec ses proches pendant plusieurs jours. Et ce, malgré les appels de RMC et de Saint-Lys Radio. Il s'est passé quelque chose cette soirée du 16 novembre 1978. Du côté des autres concurrents, on rebrousse chemin, on se déroute, mais rien, strictement rien, pas un morceau de bateau, pas un corps. Manureva s'est évaporé, gardant tous ses secrets et son marin avec. La balise de secours cesse d'émettre, des avions et des hélicoptères sont envoyés sur la position établie par les cellules de recherche autour de sa disparition. Oui, mais voilà, durant 20 jours, skippers, plongeurs et enquêteurs cherchent un marin et un bateau qu'ils ne retrouveront jamais. Alain Colas avait dépassé la mi-course, il ne verra jamais la fin et personne ne le reverra vivant. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut l'imaginer absolument n'importe où, que ce soit au fond de l'océan ou sur une île, comme le suggèrent bon nombre de théories du complot douteuses, mais qui se nourrissent d'un argument principal, Alain Colas n'a jamais été un navigateur entièrement solitaire. Il aimait naviguer d'île en île. Son père, Roger, et ses frères gardent espoir de le voir revenir, mais celui-ci s'amenuise jour après jour. Le skipper ne refera jamais surface. Et si le premier cru du Rhum gardait en mémoire ce final en apothéose, où Mike Birch prend le dessus sur Michel Malinowski pour seulement 93 secondes,
il n'oubliera pas non plus celui qui s'est volatilisé. Alain Colas disparu, sa mort physique est déclarée par un tribunal de Nouméa. Mais de nombreuses zones d'ombre existent autour de la disparition de l'une des figures les plus notoires de la course au large des années 70. En novembre 2024, c'est son frère Jean-François qui, dans le magazine Historia, livre plusieurs détails sur la disparition de Manureva. Dans la zone où se trouvait Alain, il y a eu une dépression tropicale très localisée. Je ne l'ai appris que des années après, grâce au rapport de la météo de la marine américaine, qui était la seule, à l'époque, à pouvoir bénéficier d'informations données par satellite. Cette technologie n'existait peut-être pas encore en Europe, et l'information n'a pas été transmise. Mon frère a été vraisemblablement surpris par cette tempête, déclare-t-il, loquace. Avant d'en donner aussi certains sur les recherches, qui n'ont en fait commencé que très tardivement. Une quinzaine de jours après l'arrivée des deux premiers concurrents, un vol sur zone a enfin été programmé pour le Breguet Atlantique de la Marine nationale. J'étais dans ce vol. Nous avons mis 4 heures pour arriver sur zone, dernier point connu d'Alain. Pendant 2 heures, à basse altitude, nous avons ratissé plusieurs couloirs d'environ 200 km de large, avec le radar du bord et en visuel. Nous n'avons rien vu. Seul point de concurrence potentiel avec l'événement, la découverte d'une étrange bouteille à la mer. Pour son frère, pas de doute, ce message est celui d'Alain Colas. On avait apporté à la gendarmerie de l'île de Ré une bouteille d'eau minérale en plastique retrouvée sur la côte. Elle était soigneusement fermée, avec du gros scotch, et contenait un message écrit sur une feuille d'agenda. Il disait « Venez vite Alain », avec une position en latitude et en longitude. Mon frère avait un code particulier pour les noter, 2 lettres de l'alphabet grec, et c'est bien celui-là qui était utilisé. C'était très troublant, mais il n'y avait pas de date. J'ai demandé une analyse du plastique de la bouteille, elle a confirmé qu'elle était restée longtemps dans l'eau de mer. La position indiquée correspondait bien à une zone où il aurait pu dériver. Aucune recherche n'y a jamais été menée. Alors, tombé à la renverse, trimaran disloqué, bateau détruit par une déferlante, en tout cas ce qui est confirmé c'est que ce jour-là, le temps était très mauvais. Michel Malinowski, qui naviguait à ses côtés, a noté dans son journal de bord une météo particulièrement musclée. Et au vu de l'état de Manureva, qui présentait des milliers de micro-fissures sur ses flotteurs et des jointures dans un état particulièrement mauvais, cette idée n'est pas à exclure. D'autant plus qu'en 12 jours, c'est la 3e dépression et que les 2 premiers ont mis 7 des 13 multicoques au départ en dehors de la course. Et pourtant, selon Jean-François, Alain Colas avait fait aménager dès sa tentative de tour du monde à la voile des compartiments étanches dans la coque centrale, boulonner les planchers et installer une trappe de survie si le bateau venait à se retourner. Toujours est-il que tout cela n'apporte guère plus de réponses. Le résultat sportif pourtant inédit passe au second plan. La presse et la population s'emparent de l'affaire et la disparition d'Alain Colas, si bien qu'elle soit dramatique, revêt des allures de véritable mythe. Le mythe d'une disparition non élucidée, mystérieuse, inattendue, d'un marin excentrique, égocentrique aussi, mais auquel les observateurs vouaient une curiosité intéressée. Théoura, désormais veuve, revend la société Alain Colas et l'intégralité de ses bateaux à Bernard Tapie, qui rachète ainsi son immense monocoque de plus de 70 mètres en 1982. Et 3 ans plus tôt, image de la dimension nationale de la disparition, c'est Alain Chamfort et Serge Gainsbourg qui se posent la question que tout l'Hexagone a entre les lèvres. Mais où es-tu, Manureva ? Où es-tu, Manureva? Portée disparue, Manureva. Des jours et des jours tu dérivas. Mais jamais, jamais tu n'arrivas. Une chanson qui cartonne et qui propulsera Chamfort à la 2e place du hit parade en 1979. Symbole de la légende et de la disparition d'un marin mythique de la course au large française. Et il ne sera pas le seul à disparaître dans des conditions presque inconnues. Car c'est aussi le Rhum qui cueillera 8 ans plus tard la vie de Loïc Karadec, enfant de la Trinité-sur-Mer, victime du chavirage de son maxi-catamaran Royal alors qu'il caracolait en tête. Car c'est aussi à quelques encablures des Açores que Paul Vatine manqua à l'appel le 21 octobre 1999,
laissant derrière lui son compatriote Jean Morel et son groupe André, pourtant tout neuf. Et car c'est aussi l'océan qui rappela, un an plus tôt, son mentor et pourtant plus grand rival, Éric Tabarly. En s'élançant dans le hasard le plus total, à reculons, après une préparation tronquée et avec un bateau malade, Alain Colas, bien qu'excellent marin, a envoyé au monde de la mer une piqûre de rappel importante. Sous-estimer l'océan peut vous être fatal. Il a payé le prix de sa vie, mais aujourd'hui son héritage reste intact, comme le mystère éternel qui entoure sa mort. Le percera-t-on un jour ? Peut-être, peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'à jamais, la légende de cette disparition a bouleversé le monde de la course au large. Ce n'était malheureusement pas la première, ce ne fut malheureusement pas la dernière, mais ce fut celle d'un marin qui avait encore tout à prouver, tout à gagner, tout à montrer. Jamais revenu du Rhum, mais éternellement dans son histoire et dans l'histoire de la course au large, c'était l'histoire de la disparition d'Alain Colas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre visionnage. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux. Rendez-vous tous les vendredis sur Spotify en podcast pour le Zapsailing. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bye. Où es-tu, Manu, Manu rêva?